Quand on parle de vampires, difficile de ne pas penser au comte Dracula, ce séducteur qui hypnotise ses victimes avant de boire leur sang. Le personnage est sorti de l'imagination de Bram Stoker, un écrivain fasciné par les récits morbides. Né en Irlande et élevé par une mère qui lui a transmis sa passion pour les légendes de l'île d'Émeraude, il s'est ensuite établi en Angleterre où il s'est fait une place de choix dans la haute société londonienne. Mais la fascination de Stoker pour les histoires sombres ne l'a jamais quitté. C'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Je suis Virginie Giraud et je vous souhaite la bienvenue au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Bram Stoker, le père de Dracula. Nous sommes à Dublin, au début des années 1860. Comme souvent dans la capitale irlandaise, le temps est gris et humide. Dans le quartier de Smithfield, à quelques pas des quais, les passants prennent garde à ne pas glisser sur les pavés tout en vaquant à leurs occupations. Personne ne fait attention à ce jeune adolescent et à sa mère qui viennent de pénétrer dans l'enceinte de l'église Saint-Michan. Malgré le mauvais temps, le jeune Bram Stoker est heureux d'être là. Après avoir passé les 7 premières années de sa vie cloué au lit par une maladie infantile, il peut enfin se promener. Et pour cette sortie, sa mère a choisi de l'emmener visiter le caveau de leur famille. Elle lui en a beaucoup parlé et il a hâte de le découvrir. Pour y accéder, il faut d'abord passer par 2 lourdes portes de métal entourées de chaînes. Puis il faut descendre un escalier étroit dont les marches ont été comme lissées au fil des années. Dans le mince couloir de pierre calcaire, l'atmosphère est moite et oppressante. Le jeune Bram se dit qu'il fait plus chaud que ce qu'il imaginait, mais avec les courants d'air, il sent parfois des frissons sur sa nuque. Les caveaux se succèdent et soudain, l'adolescent s'arrête. À la lueur des lampes, il vient d'apercevoir 4 cercueils ouverts. Il regarde de plus près. À l'intérieur, il y a des momies parfaitement conservées. Mais ce n'est pas tout. À l'un des corps, il manque les pieds et la main droite qui ont été tranchés. Les autres corps sont ceux d'une religieuse, d'une femme inconnue et d'un chevalier tellement grand que ses jambes ont dû être brisées pour le faire entrer dans le cercueil. L'image de ces momies fascine Bram. Il ne peut détourner son regard. Le jeune homme reviendra souvent dans ce caveau. Sans s'en rendre compte, il vient de poser la première pierre d'un roman dont le personnage entrera dans la légende, le comte Dracula. Bram Stoker naît le 8 novembre 1847 à Clontarf, un quartier du nord de Dublin. L'Irlande est alors en proie à la plus effroyable famine de son histoire, celle qu'on appellera la Grande Famine. 2 ans plus tôt, le mildiou, une maladie qui s'attaque aux feuilles des plantes, a détruit la quasi-totalité des champs de pommes de terre. Or, c'est la nourriture principale d'une grande partie de la population irlandaise. L'inaction et l'indifférence du gouvernement britannique, dont l'Irlande dépend, n'ont fait qu'empirer la situation. Les plus pauvres et les plus fragiles sont touchés à travers tout le pays. En 5 ans, la famine fait 1 million de victimes. Dans certaines régions, ce sont des familles entières qui meurent de faim. Pendant ce temps-là, le gouvernement britannique reste sourd aux protestations et continue d'exporter de la nourriture vers Londres. Même chez les Stoker, une famille de protestants plutôt aisés, trouver de quoi manger à sa faim n'est pas toujours facile. Bram, surnommé Bram par ses proches, est le 3e enfant de la fratrie. Il a failli mourir à la naissance. Il est si chétif. Il souffre d'une maladie que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer et qui l'oblige à rester cloué au lit. Le temps est long dans sa jolie demeure située face à la mer. Mais en face d'Abram, il y a une fenêtre. Elle devient son unique ouverture sur le monde, le cadre d'une scène de théâtre imaginaire où il peut laisser libre cours à son imagination nourrie par sa mère Charlotte. Celle-ci reste autant qu'elle le peut à son chevet. Pour l'occuper, elle lui raconte toutes sortes d'histoires. Elle est une conteuse hors pair, capable de donner vie aux plus insignifiants détails. Et oui, Charlotte Thornley est passionnée de littérature et de folklore. Mais dans le quartier, on la connaît surtout pour ses positions féministes. Elle n'a pas peur de critiquer la politique britannique et milite souvent en faveur d'une meilleure éducation pour les femmes irlandaises.
Plus tard, elle n'hésitera pas à adresser une lettre personnelle à la reine Victoria pour défendre ses convictions. La vie est un combat, et elle n'a pas l'intention de le cacher à son fils. Elle lui apprend avec quelle violence la famine décime les campagnes. Bram écoute aussi les récits effroyables de Charlotte sur l'épidémie de choléra de 1832 qui a fait des ravages en Irlande. Ce sont des récits de maladies, de morts, de fosses communes et de morts vivants enterrés par erreur qui se relèvent à la nuit tombée. Toutes ces histoires font forte impression sur l'enfant qui en tire un goût prononcé pour le gothique et le morbide, mais aussi pour les arts et la littérature. Mais son père ne l'entend pas de cette oreille. Il a d'autres ambitions pour son fils. Bram Stoker sera fonctionnaire comme lui. Voilà la carrière qui l'attend. À l'âge de 16 ans, en 1864, les médecins d'Abram Stoker n'en reviennent pas. Il s'est complètement remis de sa maladie infantile. C'est maintenant un jeune gaillard en pleine santé. Il entre donc au Trinity College, la prestigieuse université de Dublin, pour honorer le souhait de son père. Il s'y fait rapidement une très bonne réputation grâce à ses qualités athlétiques. Qui aurait pu prédire que cet enfant malingre deviendrait un solide joueur de rugby ? 2 ans plus tard, Abram accepte un emploi de fonctionnaire au château de Dublin. Mais cet emploi, c'est surtout pour contenter les ambitions paternelles. Ses véritables passions, il les assouvit à l'université où il continue de prendre des cours. Il se lie d'amitié avec un autre étudiant passionné comme lui de contes fantastiques et morbides. Si je vous dis son nom, vous ne serez pas surpris. Bram Stoker est l'ami d'Oscar Wilde, à qui l'on doit, entre autres, le portrait de Dorian Gray. Il fait également la rencontre de Sheridan Le Fanu. C'est un ancien étudiant devenu auteur réputé de romans gothiques. Et ça lui parle beaucoup. Bram Stoker obtient son premier diplôme en 1870 et décide de pousser encore un peu ses études. Il est donc toujours employé de bureau, mais la passion de l'écriture l'anime. En 1871, il accepte de devenir critique bénévole pour le Dublin Evening Mail, un journal dont Sheridan Le Fanu est propriétaire. Ce dernier est d'ailleurs en train de finaliser son nouveau roman, Carmilla, l'histoire d'une femme séduite par une vampire. Pour l'époque, ce récit qui explore l'homosexualité est sulfureux et il va marquer Bram Stoker. C'est de là que lui viendra l'idée de 3 femmes vampires, séductrices et lascives, présentes dans le château de Dracula au début du roman. Toutes 3 montraient des dents extrêmement blanches qui brillaient comme des perles sur le rubis de leurs lèvres voluptueuses. Pourtant, quelque chose en elles me mettait mal à l'aise. Je les admirais et en même temps, elles m'épouvantaient. Mais n'allons pas trop vite. En parallèle de ses études, de son travail de fonctionnaire et de ses critiques de théâtre donc, Bram Stoker s'essaye désormais à l'écriture de fiction. Ses histoires sont parfois publiées dans un journal, mais elles rencontrent encore un succès mitigé. Le père d'Abram Stoker meurt en 1876. C'est un tournant pour le jeune homme qui n'est plus tenu de se plier à sa volonté. Il décide d'adopter définitivement le surnom de Bram et surtout, il abandonne son travail de fonctionnaire. Pourtant, rien ne se perd. Je vous le dis tout de suite, de cette première expérience professionnelle naîtra Jonathan Harker, l'un des personnages principaux de son roman Dracula. Quelques mois après la mort de son père, Bram Stoker publie une critique dithyrambique d'une représentation de Hamlet, la pièce de Shakespeare interprétée par un certain Henry Irving. Irving est l'un des acteurs les plus en vogue du moment et surtout, c'est l'une des idoles de Bram Stoker, qui est évidemment aussi un grand amateur de théâtre. Les 2 hommes se lient d'amitié et cette rencontre va changer la vie de Bram Stoker. Sur le plan sentimental, c'est à l'âge de 31 ans que Bram Stoker fait la connaissance d'une certaine Florence Balcombe. La jeune femme a 20 ans, un port altier, des yeux bleu-gris et des cheveux châtains qui tirent vers le blond sous les rayons du soleil. Elle est intelligente et on la considère aussi comme l'une des plus belles femmes de Dublin. Depuis 2 ans, elle est courtisée par Oscar Wilde, mais le poète est trop souvent absent. Bram Stoker et Florence Balcombe tombent amoureux et finissent par se fiancer. Lorsqu'il l'apprend, Oscar Wilde ne cache pas sa déception. Pire, il est piqué au vif et il se brouille avec le couple. Quelques semaines avant le mariage, l'acteur Henry Irving fait à Bram Stoker une proposition qu'il ne peut pas refuser, gérer le Lyceum Theatre à Londres. C'est un théâtre prestigieux qui lui offre de belles opportunités.
La famille de Stoker est totalement contre cette idée, mais il s'en fiche. Bram plie bagages et part s'installer dans la capitale anglaise avec sa femme. Si le quotidien de Bram Stoker était jusqu'ici bien occupé, ce n'est rien en comparaison de sa vie à Londres. Florence tombe enceinte rapidement et donne naissance à l'unique fils du couple, Irving Noel. Mais surtout, tout va très vite dans la capitale victorienne. Henry Irving est un employeur exigeant. En plus de la gestion quotidienne du théâtre, Stoker prend en charge la carrière d'Irving et part régulièrement en tournée à l'étranger. Mais il est doué pour ce travail. Surtout, il peut assouvir sa passion pour les arts et le voyage. En 1883, Bram Stoker part pour la première fois aux États-Unis. Sa fonction lui permet de rencontrer les personnalités les plus connues du moment. Il serre la main de l'écrivain Mark Twain, du président Theodore Roosevelt, de Buffalo Bill ou encore de son idole, le grand poète Walt Whitman. Bon, entre nous, Bram Stoker se servira plus tard de ses expériences en Amérique pour créer le personnage de Quincy Jones, un cow-boy au grand cœur déterminé à en finir avec Dracula. À Londres, le statut social de Stoker a de quoi en faire rougir plus d'un. Il côtoie la haute société et reçoit les plus grandes personnalités de la littérature, parmi lesquelles Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Partout, on dit que Stoker est un homme jovial, aimable, travailleur. Pourtant, au fond, bien caché, sa fascination pour le macabre ne l'a pas quitté. Et c'est à ce moment-là qu'une série de meurtres est signalée en plein cœur de Londres. Nous sommes en 1888. À l'opposé du quartier huppé de Chelsea, où réside Bram Stoker, se trouve le district de Whitechapel. Ce quartier de l'East End est connu pour être un véritable taudis, un repère de criminels. Dans les rues boueuses chargées d'une odeur fétide, on ne compte plus les vols. La violence est partout. Et quand la nuit tombe, les alcooliques et les prostituées se partagent les rues. C'est dans ce quartier malfamé qu'à la fin de l'été, on retrouve le corps de Marianne Nichols. Ses blessures témoignent d'un meurtre violent. Sa gorge a été tranchée de 2 coups de couteau et son abdomen profondément entaillé. Marianne Nichols est la première victime de celui que la presse surnommera l'assassin de Whitechapel. Et vous le connaissez sans doute mieux sous le nom de Jack l'Éventreur. En moins de 2 mois, 4 autres femmes sont tuées. La violence des crimes et la couverture médiatique inédite créent l'émoi dans toute la ville de Londres. Bram Stoker et la haute société n'y échappent pas. Cette série de meurtres va changer le journalisme de faits divers, mais aussi certains pans de la littérature britannique. Et alors que le quotidien reprend sa place, Stoker reste marqué. 2 ans plus tard, il prend quelques jours de repos et se rend dans le nord de l'Angleterre. C'est à ce moment-là qu'il débarque pour la première fois à Whitby. À première vue, cette petite ville portuaire du Yorkshire n'a rien d'exceptionnel et pourtant, elle fait forte impression sur Stoker. Il est frappé par la beauté du lieu, les 199 marches qui mènent au port et l'abbaye majestueuse qui domine la ville du haut de la colline. Et là, il ne résiste pas à l'envie de faire un tour à la bibliothèque. Après tout, c'est un homme de lettres. Au gré de ses recherches, il tombe sur une histoire qui le fascine immédiatement. Cette histoire, c'est celle de 2 princes de Valachie, l'actuelle Roumanie, Vlad III et son père, Vlad II. Le père est surnommé le Dragon, un nom qu'il doit au fait d'avoir été décoré de l'ordre du Dragon. Or, dans la langue de l'époque, Dragon se dit Dracul. Le fils de Vlad III est donc surnommé Dracula, le fils du dragon. Mais il est surtout connu sous un autre nom, l'Empaleur. De sa légende, l'histoire retient surtout qu'il prenait plaisir à torturer ses victimes. Quand quelqu'un osait le contredire, il pouvait le faire brûler, l'ébouillanter, le mutiler ou l'aveugler. Il n'hésitait pas non plus à décapiter, étrangler et bien sûr empaler ses victimes. En tant qu'amateur d'histoire morbide, Stoker est fasciné. Il dévore, si vous me passez l'expression, tous les livres à son sujet et prend des notes.
On dit souvent que, pour écrire Dracula, Stoker s'est basé sur la vie de Vlad III. D'après les recherches de la professeure Elizabeth Miller, spécialiste du roman, ce n'est qu'en partie vrai. De l'empaleur, Stoker retient surtout son nom, Dracula, sa cruauté et sa soif de sang. Ses autres inspirations lui viennent d'ailleurs, mais ça, vous le savez déjà. Le jour suivant, Stoker poursuit son exploration de Whitby. Il se sent bien. Assis sur un banc face au port, il regarde le défilé des bateaux. Le temps est changeant, le vent souffle et les embruns viennent toucher son visage. Dans le soleil couchant, la ville est dominée par les ruines de l'abbaye au loin sur la colline. L'atmosphère est propice au rêve. Il repense à ce qu'il a lu dans la bibliothèque. Soudain, un grand chien noir attire son regard et son esprit se met à travailler à nouveau. Il sent qu'il tient définitivement quelque chose. Bram Stoker ne passe que peu de temps dans le Yorkshire, mais la région laisse une empreinte indélébile à tel point que c'est là qu'il choisit de développer une partie de son histoire. Dans le roman, c'est au port de Whitby que s'échoue le Déméter, ce vaisseau fantôme dont l'équipage a été décimé par Dracula. C'est aussi là que débarque le vampire sous la forme d'un gros chien noir. Et c'est sur ce petit banc, non loin du port, qu'il séduit la jeune Lucy, sa première victime. Lorsque je fus proche du sommet, je vis enfin le banc et la silhouette blanche, car j'étais si proche que je pouvais tout distinguer en dépit de l'ombre. Sans le moindre doute, quelque chose de long et de noir se penchait sur la silhouette blanche. Épouvanté, j'appelai Lucie. Quelque chose releva la tête et d'où je me trouvais, je pus distinguer un visage pâle et des yeux injectés de sang. Mais pour l'instant, l'histoire n'en est qu'à ses balbutiements. Stoker laisse ses idées se balader dans son esprit. Il n'ose pas encore les regarder en face de peur qu'elles lui échappent. Du récit qui commence à germer, il ne dit donc rien à personne. En tant que membre de la bonne société londonienne, il tient à garder l'image d'un personnage propre sur lui. C'est un homme d'apparence guindée, dont seuls les cheveux roux et le léger accent irlandais trahissent les origines. Il revient à Londres et reprend son quotidien. Mais à peine quelques semaines après son retour, il fait la rencontre d'un professeur venu de Hongrie. Les coïncidences parfois dans la vie. C'est plus précisément dans une soirée mondaine que Bram Stoker croise la route de Armin van Buuren. Ce géographe est un spécialiste de l'Orient et un membre éminent de l'Académie hongroise des sciences. Surtout, il partage avec Stoker une certaine passion pour les histoires sombres. Il connaît la légende noire de Vlad III l'Empaleur et donne quelques indications à Stoker pour continuer ses recherches. Armin van Buuren a aussi la particularité de très bien connaître la région des Carpates et les légendes de la Transylvanie. Les deux hommes se lient d'amitié. Stoker est tellement reconnaissant qu'il lui fera même un clin d'œil dans son roman. Son nom est cité par le professeur Van Helsing lui-même. Bram Stoker va passer 5 ans à élargir ses recherches. Il ne s'est jamais rendu dans les Carpates, mais sa description de la région et de son folklore est étonnamment précise. Bram Stoker ne commence l'écriture de son roman qu'en 1895, 5 ans après sa première venue à Whitby et sa rencontre avec Armin van Buuren. Il écrit dans le plus grand secret, armé de toutes ses notes et de son expérience. Et Dracula est publié en 1897. L'histoire est atypique, mais les critiques des journaux sont globalement positives et le livre rencontre un certain succès. Pourtant, dans la haute société londonienne, cette réussite étonne. Dans les quartiers huppés, on ne comprend pas bien comment l'aimable Bram Stoker a pu accoucher d'une histoire pareille. Pour les plus polis, le récit est au mieux interesting. Dans certaines bouches, on n'hésite pas à le qualifier de ridicule. Malgré l'affection qu'il porte à Stoker, l'acteur Henry Irving, son ancien patron au Lyceum Theatre, ne manque pas lui-même d'exprimer sa surprise, de même qu'une certaine aversion pour l'histoire du roman. À l'inverse, après la lecture du récit, Oscar Wilde envoie un courrier enthousiaste à son ami avec qui il reprend contact, pas rancunier finalement. Dans cette lettre, il décrit Dracula comme l'un des meilleurs romans du XXe siècle. Ces mots touchent particulièrement Stoker au point qu'il décide de rendre visite à Oscar Wilde. Ce dernier s'est exilé volontairement à Paris après sa sortie de prison. Condamné pour avoir affiché son homosexualité, il ne lui reste guère de soutien à Londres ou à Paris.
Bram Stoker fait partie de ceux qui sont restés et les deux hommes, autrefois rivaux, restent amis jusqu'à la mort de Wilde en 1900. C'est sans doute lors d'un de ses séjours à Paris que Stoker contracte la syphilis qui finira par lui être fatale. Il meurt le 20 avril 1912 des suites d'une ataxie locomotrice, l'une des conséquences à long terme de cette maladie. Mais dans les journaux, sa mort est largement occultée par le naufrage du Titanic survenu une semaine plus tôt. Si Dracula fut un succès incontestable du vivant de Bram Stoker, ce n'est rien en comparaison de ce que le personnage devient après la mort de son auteur. Florence Balcombe, la femme de Stoker, veille avec attention sur l'héritage littéraire de son mari. Après sa mort, elle publie un recueil de nouvelles à titre posthume, dont un chapitre inédit de Dracula. En 1922, 10 ans après la mort de son mari, elle s'oppose farouchement à la sortie de Nosferatu, une adaptation cinématographique très largement inspirée de Dracula. À la place, elle donne son accord pour une adaptation théâtrale en Angleterre qui connaît le succès. Aux États-Unis, la pièce est un véritable triomphe et bat tous les records pendant près de 3 ans. Dracula est aujourd'hui un classique de la littérature, au point qu'en 120 ans, il n'a jamais cessé d'être édité. La famille de Bram Stoker continue de veiller sur l'héritage de leur ancêtre. En 2009, l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker publia Dracula l'immortel, suivi de Dracula les origines en 2018. C'est aussi grâce à la famille de l'auteur que Dublin célèbre le Bram Stoker Festival tous les ans au mois d'octobre. Aujourd'hui, le mythe du vampire est partout. Il a changé, s'est diversifié grâce au travail d'autres auteurs, acteurs, scénaristes et illustrateurs. Mais de tous les vampires, le Dracula de Bram Stoker reste le maître incontesté, celui qui fait naître des frissons dans le cou de ses lecteurs. Les mêmes frissons que ressentit son auteur bien des années plus tôt dans un petit caveau de Dublin. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Solène Grand-Claude. Et moi, la voix de cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur votre plateforme d'écoute préférée, qui est probablement l'appli Europe 1, et tous les week-ends à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À très vite.